L'installation ce mardi du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kindelo Lumbu, âgé de 85 ans, est le président de ce bureau provisoire. Des caniveaux bouchés, des immondices non évacués, des bouteilles en plastique et autres ordures entassées qui dégagent des odeurs, c'est le constat fait à la hauteur de Nyangwe et Willery. Le point sur l'actualité, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. À la une de l'actualité, plénière à la Chambre haute du Parlement ce mardi 14 mai à la session du jour était essentiellement consacrée à l'installation du bureau provisoire du Sénat. Pascal Kindelo Lumbu, âgé de 85 ans, a été installé comme président du bureau provisoire. Il sera assisté de deux plus jeunes sénateurs, à savoir Moïse Ekumbo, 30 ans, et Kazadi Von, 31 ans. Cette plénière a été également marquée par la présence de l'honorable sénateur Maître Clément Mouboyaï. Regardez. C'est à partir de 11h de ce mardi 14 mai que l'honorable sénateur Maître Clément Mouboyaï a fait son entrée dans la salle de la plénière de la Chambre haute du Parlement. Après quelques procédures protocolaires, l'honorable sénateur va prendre place en recevant un accueil chaleureux de ses homologues. C'est à 11h30 précisément que va débuter la séance du jour. Décontracté, serein et calme, c'est avec attention que le sénateur Clément Mouboyaï a suivi cette session extraordinaire de mai 2024 consacrée à l'installation du bureau provisoire du Sénat et qui a vu Pascal Kindelo Lumbu, âgé de 85 ans, être proclamé président du bureau d'âge provisoire. Il sera assisté de deux jeunes sénateurs, à savoir Moïse Ekumbo Lungulu, âgé de 30 ans comme questeur, et Ivan Kazadi Kakonde, âgé de 31 ans comme rapporteur. Au sortir de cette plénière, le sénateur Clément Mouboyaï a fait part de sa satisfaction à l'égard du déroulement de la dite plénière. Mes impressions sont bonnes, elles sont positives. Étant donné que c'est la première plénière, la plénière inaugurale, à travers laquelle ou au cours de laquelle le bureau d'âge vient d'être installé. Nous attendons qu'il puisse établir les calendriers et qu'il puisse convoquer la prochaine plénière pour commencer à traiter des points importants, notamment, celui-là n'est pas moins important, il est aussi important, mais nous devons commencer à établir les règlements intérieurs que nous devons analyser et envoyer à la Cour constitutionnelle pour vérifier s'il est conforme à la Constitution et passer au prochain point qui est celui de l'élection des membres du bureau définitif. En entendant l'élection du bureau définitif du Sénat, l'honorable Clément Mouboyaï reste déterminé à faire partie de la classe des sénateurs qui mettront la main dans la pâte pour la réussite de ces quinquennats du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Et le ministre sortant de la coopération et député national Antipas Mbusa Nyamwisi, élu de Butembo, s'est porté candidat, deuxième vice-président au bureau définitif de l'Assemblée nationale. À ce sujet, plusieurs députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, dont Steve Mbikaï et Lambert Mende, ont invité les élus nationaux à voter massivement Mbusa Nyamwisi tout en rejetant la candidature de Christophe Mbosso. Regardez. Accompagnant le député national Antipas Mbusa Nyamwisi pour le dépôt de son dossier de candidature, ces députés nationaux invitent le représentant du peuple à porter leur choix sur la personne de Mbusa Nyamwisi au poste de deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement. Le candidat officiel, d'abord des peuples arabes, mais aussi de la majorité parlementaire. Nous demandons, comme candidat deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et nous demandons par respect d'abord à ses corps politiques, mais aussi à l'intervention de l'autorité morale de notre famille politique, à tous nos collègues députés, de voter massivement pour lui. Et comme vous savez, c'est une personnalité issue des Nord Kivu, qui est, n'est-ce pas, en guerre, qui nous est faite par nos adversaires, nos ennemis. Eh bien, il maîtrise bien la situation de la sous-région et il sera un bon candidat au bureau pour gérer ces problèmes de sécurité dans notre pays.
Est-ce qu'on peut se rébeller aux directives données par l'autorité suprême, la famille politique? On vous dit que la famille politique n'a qu'une seule autorité, c'est le président de la République. Ça dit que le président a remis de l'ordre dans sa famille politique. C'est dans ce sens-là que nous amenons la candidature pour le compte de la troisième force politique de la majorité du président Tshisekedi, l'honorable Moussa Nyamwisi. Signalons que le dépôt des dossiers des candidatures à tous les postes ont été clôturés le lundi 13 mai 2024. Et puis on parle de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. L'opinion et la classe politique reprochent les membres du présidium de l'Union sacrée de proposer chacun son candidat au bureau, chose qui viole le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement et heurte le principe de la représentativité géopolitique, nous dit Moïse Mbouta, acteur politique qui a été approché par Nico Kassanda et Onésime Foulouassa. À l'instar des 200 députés nationaux membres de l'Union sacrée qui ont qualifié de népotisme les membres du présidium de l'Union sacrée, Moïse Mbouta Mabanza, acteur politique, s'inscrit dans la même logique, fustigeant leur comportement qui consiste à s'éterniser au pouvoir au détriment de la jeunesse. Un groupe de députés, plus de 200 même, ont fait une déclaration allant dans l'essence, n'est-ce pas, de dénoncer ce qui se présente comme carte ou ticket de l'Union sacrée, où nous avons constaté que les membres du présidium se sont donnés quasiment tous les postes. Prenez au premier plan à la présidence, allais-je dire, nous avons M. Vital Kamere, qui est d'ici du Kivu, et à la vice-présidence, vous avez M. Jean-Claude Chilumbaï, qui est de l'IDPS. Il y a à la deuxième vice-présidence, le doyen Mbosso, qui est le président sortant de cette chambre basse. Du poste de rapporteur, Jacques Ndioli, qui est du parti politique de Jean-Pierre Bemba. Au poste de questeur, il y a M. Bahati, qui a désigné son fils. Il y a également Jean-Pierre Bemba, qui amène, n'est-ce pas, sa sœur biologique comme questeur adjoint. Jusqu'à quand allons-nous continuer avec ces systèmes de gestion où nous avons que les mêmes familles, les mêmes noms et les mêmes groupes de gens, n'est-ce pas, qui s'accaparent de la gestion politique du pays? C'est un constat également qui viole, n'est-ce pas, les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, qui veut à ce que les 7 membres qui composent les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale puissent provenir de 7 provinces différentes. Pour ce faire, Moïse Mbouta sollicite l'implication du chef de l'État en tant que garant du bon fonctionnement des institutions en vue de recadrer les choses. Nous demandons au président de la République, qui est, n'est-ce pas, les garants et des bons fonctionnements des institutions du pays, de revoir cette histoire parce qu'on ne peut pas accepter, bien qu'on soit membre de l'Union sacrée. Pour rappel, chaque membre du présidium de l'Union sacrée a proposé un candidat au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement ou carrément lui-même, à l'instar de Vital Kamere. On part en Ituri pour parler de rebelles ougandais, ADF, qui ont fait une nouvelle incursion meurtrière à Ndima, en territoire d'Irumu. 11 personnes ont été tuées lors de cette attaque. C'était dans la nuit de lundi à mardi 14 mai 2024. Confirmation de la société civile de l'Ituri. On écoute Dieudonné Lossa, coordonnateur. La société civile Force Vive de l'Ituri était alertée tard dans la soirée, de l'incursion de rebelles de ADF Nalu dans le village Ndimo, à territoire d'Irumu. Cette partie est sous le contrôle de ADF depuis presque 2018 et c'est aussi la zone dans laquelle opèrent les forces mutualisées UPDF FARDC. Il est malheureusement constaté que les ADF tuent presque tout le temps la population, soit dans les champs, soit dans les villages. Et voilà encore
aujourd'hui on est sur les routes aussi dans ces trousseaux-là. Hier encore, le 13 mai 2024, les EDF ont tué 11 personnes dans cette partie du territoire national de la RDC et ils ont incendié des maisons et le bilan réel sera peut-être connu dans les heures qui suivent parce que jusqu'à ce moment, on n'a pas toutes les informations par rapport à cette situation, mais les 11 cas sont déjà évoqués comme état et bilan provisoire. Nous demandons à l'État congolais de revoir même son contrat avec les forces armées ougandaises parce que nous avons l'impression que la force mutualisée n'a pas beaucoup aidé, mais si on avait les FARDC seuls, peut-être il ferait mieux que les forces mutualisées. Donc, le gouvernement doit voir dans quelle mesure peut-être améliorer sa. On va prendre cette note en bref. La province du Sud Kivu a été victime d'un nouvel bombardement en provenance du territoire de Massissi, atteignant les habitations selon différentes structures locales de la société civile. 2 personnes d'une même famille ont perdu la vie lors de cette incursion. L'on signale aussi d'autres bombes tombées dans les concessions des prêtres, occasionnant des dégâts supplémentaires. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi du lundi 13 mai 2024. Et puis on parle de l'alerte sur le parc national de Virunga qui se meurt à petit feu par une organisation de la société civile environnementale de la province du Nord Kivu. Une correspondance adressée au gouverneur militaire de Nord Kivu dénonce l'implication de certains éléments de l'armée et des groupes de soutien dans le lotissement illégal de terre de ce parc. Il s'agit de 20 groupes de société civile qui appellent le gouvernement provincial à ouvrir des actions judiciaires contre ces présumés auteurs de ces crimes environnementaux et à prendre des mesures pour protéger cette fierté nationale. Autre chose, la commune de Lingwala présente un visage insalubre. Ce constat a été fait à la hauteur de Nyangwe et Wileri où l'on y trouve des caniveaux bouchés, des immondices non évacués, des bouteilles en plastique et autres ordures entassées qui dégagent des odeurs qui risqueraient de transmettre de différentes maladies à la population, de lancer un cri de détresse. Regardez. Chaque jour qui passe, la ville de Kinshasa devient de plus en plus sale et la population semble accepter cette cohabitation avec des ordures, notamment des bouteilles en plastique, sachets et plusieurs autres ordures jetées ça et là par cette même population, à l'instar de la place des Huileries. En tout cas, la ville de Kinshasa devient très très sale, partout c'est sale. Nous sommes dans les Huileries, le rond-point Huileries, mais c'est très sale. Même dans les ronds-points Mollard, les Mollard à Bambole pour aller à Selembao, c'est très très sale. Tous les endroits, il y a des saletés. Plus loin, à l'entrée de la célèbre Nyangwe à Lingwala, connue pour ses bistrots, bars et autres terrasses, la saleté vous souhaite la bienvenue. L'on constate ici la même chose où des eaux stagnent, des immondices qui appellent la maladie de tout genre. Pour fou les bandits kuna, basali yango baye ko boka yango awa. Ba fongoli usine à poubelle awa. Boto ebité bato bavandi awa ba banyamati. Caniveaux bouchés par le manque d'installation de poubelles publiques ou encore station des déchets des immondices, même la place des Huileries qui venait récemment de revêtir sa belle robe n'est pas épargnée par la saleté. La cause, elle est nombreuse. D'abord, c'est nous les Congolais. La mentalité doit d'abord changer parce que ça, ce n'est pas le gouvernement. Les Congolais, d'abord, nous devons adopter une manière de pouvoir être propre d'abord. La propreté commence d'abord chez nous, dans nos maisons, et puis en dehors. Dans notre propre corps, on ne peut pas aimer que ce soit comme cela. Donc si c'est comme ça, c'est parce que nous-mêmes, nous avons voulu que ce soit comme ça. Et je pourrais dire deuxièmement, le gouvernement pourra aussi, de la même façon dont leurs maisons sont propres, pourra aussi organiser aussi des services appropriés pour que l'environnement soit aussi propre aussi. Victime de cette situation causée parfois par elle-même, la population lance un SOS aux autorités compétentes en vue de trouver des solutions rapides à cette situation.
Autre chose, gronde des agents œuvrant au sein du complexe Omnisport de Martyrs. Ces derniers réclament leur paiement des arriérés de 5 mois. Ils exigent également l'augmentation de leur prime à la hauteur de 50%. Ils sollicitent l'intervention du chef de l'État pour décanter la situation. Nico Kassanda. À travers leur mémo LUM, ces agents qui prestent au stade des martyrs de la Pentecôte réclament leurs arriérés de salaire de 5 mois. Nous, agents du complexe Omnisport Stade de Martyrs, nous venons en ces termes présenter notre mémorandum à la bonne attention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Concerne réclamation de nos arriérés de 5 mois de notre prime de prestation en tant qu'agent du stade de Martyrs. Avons le regret de constater que depuis la nomination de membres du comité de direction du stade de Martyrs, nous avons pu découvrir un paiement de 53 000 $ par l'organisateur du concert du pasteur Moïse Mbille, seulement 8 000 $ retracés dans la caisse du stade de Martyrs et 45 000 $ perçus par l'administrateur gestionnaire adjoint chargé des finances nommé par le ministre Kaboulo sont portés disparus. À notre grande surprise, nous venons d'apprendre que le ministre cherche à nommer un nouveau comité composé de membres du comité dont le Conseil d'État avait suspendu l'exécution et les effets de leurs arrêtés. Ces agents exigent que ces arriérés soient payés sans délai, qu'il y ait en outre l'augmentation de leur prime de prestation. Nous demandons ce qui suit. 1. Les paiements sans délai de nos arriérés de 5 mois. 2. L'augmentation de 50% de notre prime de prestation pour faire face aux multiples difficultés liées à la vie sociale des agents. Et nous signalons en passant que l'agent du stade du Martyr touche que 100 $ le mois comme prime. 3. L'exécution sans faille de l'arrêté OROR 612 du Conseil d'État réhabilitant l'AG Ngoï Kibens Papi. Ils invitent le président de la République à intervenir à cette situation afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Et on parle de l'atelier de formation et sensibilisation contre le dopage dans le milieu sportif, particulièrement dans le football, organisé à Kinshasa par la CAF et la FECOFA. Les discussions et les activités ont tourné autour d'un sport plus éthique. On en parle avec Chabrak Tenta. C'est pour un sport plus éthique que la Confédération africaine de football, en collaboration avec la Fédération congolaise de football association, ont mis en place cette formation sur la sensibilisation contre le dopage. Organisée à Kinshasa ce lundi et mardi, cette formation avait pour thème « Dites non au dopage ». À cette occasion, le Comité national d'antidopage congolais a rendu obligatoire le programme d'antidopage en République démocratique du Congo. Le dopage, comme l'a si bien dit les directeurs, c'est un phénomène qui touche tout le monde. Autant nos familles, autant la presse, autant le médecin, autant tous les personnels travaillant dans le domaine du sport. Et c'est une pratique qui consiste non seulement à utiliser des substances interdites pour améliorer les performances physiques, mais je pense que c'est un fléau qui gangrène même l'intégrité et l'éthique dans la loyauté dans le sport. Il est donc temps pour nous de briser le silence, de dire non au dopage, de dénoncer fermement ces actes qui forcent la compétition et mettent en péril la santé des sportifs. La pratique du football en République démocratique du Congo est en train de franchir véritablement un palier avec l'installation du contrôle antidopage pour une santé saine de footballeurs congolais.
On va boucler le sport avec cette note en play-off de la ligne à foot. Le TP Mazembe continue sa marche en avant. Les Corbeaux se sont imposés ce mardi 14 mai face à Don Bosco sur le score de 4-0. Oscar Kabouit, Jean Diouf et Fili Traoré par 2 fois sont les buteurs de la rencontre. Avec cette victoire, le TP Mazembe conforte sa place de leader au classement et reste toujours invaincu dans cette phase de play-off. Et puis au Nigeria, pour finir, les syndicats ont manifesté lundi contre les augmentations du prix d'électricité sur fond de l'aggravation du coût de la vie au Nigeria. Regardez. Les récentes augmentations du coût de l'électricité au Nigeria sont dues à la suppression de subventions par le gouvernement nigérien. Les syndicats du Nigeria, composés des fonctionnaires, ont manifesté devant le service public d'électricité, exigeant aux autorités de contrecarrer cette hausse de prix. Chaque manifestation a ses propres particularités et quand on regarde celle-ci, elle est très spéciale car elle touche au tissu économique parce que l'énergie, c'est la vie. L'énergie, c'est le pilier de l'économie nigériane. Pour sortir le Nigeria de la crise, nous devons pouvoir disposer d'un approvisionnement en électricité stable. Ces tarifs de l'électricité ont presque triplé en avril dernier, augmentant ainsi le coût de la vie. Le gouvernement a dû annoncer économiser au moins 788 millions de dollars américains en subventions cette année. Et je vous rappelle le principal titre. Installation ce mardi du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Pascal Kindelolumbu, âgé de 85 ans, est le président de ce bureau provisoire. Des caniveaux bouchés, des immondices non évacués, des bouteilles en plastique et autres ordures entassées qui dégagent des odeurs. C'est le constat fait à la hauteur de Nyangwe et Willery. C'était là l'essentiel de l'actualité, madame, messieurs. Merci de votre fidélité et bonsoir chez vous.